À l'occasion des 80 ans du débarquement, on s'intéresse ce soir au tourisme mémoriel. Les commémorations en Normandie boostent-elles la fréquentation dans les musées et lieux de mémoire de la région? Réponse avec François Oasson et Jean-Marc Vasco. Leur objectif final, c'est la Normandie, mais sur leur route, passage obligé par les sites de mémoire du Pas-de-Calais pour ces Néerlandais férus d'histoire. C'est la première étape de notre voyage. Ici, il y a beaucoup de bunkers, des sites de lancement des fusées V2. La semaine prochaine, on ira en Normandie, à Omaha Beach, à Utah Beach, pour finir nos vacances. À plus de 300 km des plages normandes, le musée du mur de l'Atlantique d'Odingan fait le plein de touristes étrangers. La Normandie, il y a trop de monde. Ici, il y a beaucoup de sites à visiter et au moins, il n'y a pas de bouchons. La directrice a dû réviser son anglais et son allemand. D'ordinaire, elle accueille 35 000 visiteurs par an, mais les commémorations du 80e anniversaire du débarquement boostent sa fréquentation. On a un peu le monde entier qui débarque. La batterie Todd est un petit peu mythique dans l'histoire. C'est l'une des premières batteries à être filmée par les Allemands. Et donc elle a énormément servi dans la propagande. Donc elle est fort connue. Et pour l'occasion, le musée a même sorti des t-shirts, des tasses ou encore des médailles collector qui s'arrachent en boutique. Ah oui, ça marche bien. Ouais. Ça finance aussi les travaux, la collection, tout ce qui se passe. Parce qu'on est privé, donc oui. Même effet d'idées au musée 3945 d'Ambleteuse. Amanda et Paul sont anglais. En ce jour particulier, cette visite est un hommage à leurs aïeux. Mon grand-père était là lors du D-Day. Il s'est battu à travers le nord de la France, puis en Belgique, et en Hollande, et au final en Allemagne. On avait envie de suivre ses traces. Le Pas-de-Calais mise sur le tourisme de mémoire pour attirer toujours plus de visiteurs étrangers. L'année dernière, le département a accueilli 5 millions de touristes. Et ce D-Day, comment a-t-il été vécu dans la région? On en parle ce soir avec Théo Orman, chargé de mission à la coupole d'Elfo. Là aussi, vous avez plus de monde en ce moment. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, ce 6 juin 1944, l'annonce du débarquement se répand-elle rapidement dans la région et comment c'est vécu? Oui, elle se répand assez rapidement puisque déjà la résistance, elle a été alertée par les nombreux messages personnels, ces messages codés envoyés depuis Londres pour préparer le débarquement et aussi pour annoncer les actions que doit mener la résistance derrière. Et la population civile, elle est aussi tenue au courant par la presse et par le bouche à oreille. C'est vu à la fois comme une libération, mais il reste encore longtemps à attendre, puisque la libération de notre région se fera en septembre 1944. Et pour certains civils, ça va être un temps qui est encore long jusque-là. Alors, sachant que les Alliés ont joué un coup de bluff pour faire croire aux Allemands que ce débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, il s'agit de l'opération Fortitude. Expliquez-nous de quoi il s'agissait exactement. Oui, tout à fait. L'opération Fortitude, c'est une vaste opération de désinformation entreprise par les Alliés pour éviter que les Allemands puissent identifier précisément le lieu et l'endroit du débarquement. Donc il y a énormément de moyens qui ont été déployés pour y arriver. Toute une armée factice avec des chars gonflables, des avions en bois, des fausses barges de débarquement, même des écussons militaires factices et des messages radio aussi pour faire croire à des mouvements de troupes envoyés depuis la radio Londres. Et alors l'opération a fonctionné, mais les Allemands effectivement sont tombés dans le panneau, mais la région et ses habitants en ont payé le prix. Oui, l'été 44 va être un été très sanglant. Les Allemands sont extrêmement nerveux à cette période-là. On peut citer quelques exemples. Les fusillés, il y a encore des résistants et des otages qui sont fusillés à l'été au fort de Seclin, au fort de Lefrancouc, même au mois de septembre 44. Bien évidemment, le drame du dernier train de l'os qui part depuis la gare de Tourcoing le 1er septembre, c'est-à-dire dans les heures qui précèdent la libération. Donc il y a toujours une forte répression des civils également et des résistants qui sont massacrés par les... C'était une façon pour les Allemands de se venger? Oui, ils étaient extrêmement nerveux et voilà, il y a eu cette vengeance pendant les mois de l'été qui précédaient la libération. Et la région paye un lourd tribut aussi parce qu'elle est bombardée par les Alliés. Comment ça se fait? Tout à fait. Alors elle va être bombardée non seulement dans le cadre de l'opération Fortitude pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais, donc des bombardements qui visent principalement les villes du littoral, le Portel notamment qui va compter 500 victimes rien que pour cette commune. Et ensuite, dans la stratégie de préparation à la libération,
il y a aussi des endroits stratégiques, des installations militaires allemandes qui sont frappées. Donc on peut dire finalement que le Nord-Pas-de-Calais a aussi contribué à la réussite de ce débarquement en Normandie? Tout à fait, oui. Dans le cadre de l'opération Fortitude, même si ça a été aussi... Le Pas-de-Calais a eu la face sombre de cette opération. Et ensuite, la résistance a joué aussi un rôle très important pour préparer l'arrivée des Alliés. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Théo Orman pour votre récit absolument passionnant. Merci. C'était le 5 juin 1944. Il était 21h15. Les fameux vers de Verlaine annonçaient ce débarquement diffusé sur la BBC. Eh bien, figurez-vous que ce message a été intercepté par les Allemands ce soir-là dans un bunker de Tourcoing. Ils pensent alors qu'il s'agit d'une diversion. Martin Vanlaton et Marie-Noëlle Grimaldi nous racontent. À plus de 400 km des plages de Normandie, au sous-sol de ce bunker camouflé derrière ses parements de briques, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est en train de s'écrire au bout de ce long tunnel. Je vais vous faire écouter l'original du message envoyé par la BBC pour annoncer le débarquement. Le 1er juin 1944, les renseignements allemands interceptent ce premier message d'alerte à destination de la résistance. Les sanglots longs des violons de l'automne. 4 jours plus tard, la seconde strophe du poème de Verlaine est diffusée. Il est 21h15. Bless me. Ce message, qui annonce un débarquement dans les 24 heures, est correctement interprété par les renseignements allemands basés à Tourcoing. Ils le savaient parce que malheureusement des groupes de résistants avaient été arrêtés auparavant, ils avaient été torturés et ils avaient parlé. Donc ils avaient la signification de ce message. Il faut s'attendre à un débarquement. Alors les Allemands étaient persuadés que c'était le Pas-de-Calais et non, c'était la Normandie. En cause, la diversion mise en place par les Alliés dont ces chars et ces navires en réalité gonflables installés dans le sud-est de l'Angleterre. Pourtant, au matin du 6 juin, c'est bel et bien en Normandie que l'opération Overlord est lancée. Les Allemands croient à une diversion. La réussite du débarquement s'est peut-être aussi jouée dans le nord. C'est ici que le fameux poème de Verlaine a été capté et c'est la première marche, après la deuxième marche étant le débarquement, troisième marche, la libération de la France, quatrième marche, l'invasion de l'Allemagne et la capitulation de l'Allemagne. Ce bunker de Tourcoing sera libéré en septembre 1944. Un endroit méconnu, aujourd'hui transformé en musée, où 2 vers de Verlaine interceptés il y a 80 ans ont changé le cours de l'histoire. Alors comment explique-t-on aujourd'hui que les Allemands ont longtemps pensé que ce débarquement se ferait dans le Pas-de-Calais ? Alors c'est vrai qu'ils ont pensé jusqu'au mois d'août 1944 que le débarquement allait se dérouler chez nous, tout simplement parce que aussi les Alliés ont tout fait pour qu'ils pensent que ce soit à cet endroit-là, puis parce que c'était logique aussi, c'est le point le plus court pour traverser la Manche. Il y a eu énormément de défenses qui ont été installées par les nazis, notamment sur le Pas-de-Calais. Il y a eu par exemple énormément de bunkers sur le front de mer. Oui, on a donc tout le mur de l'Atlantique qui court depuis la Norvège jusqu'à Hendaye, mais une des parties les plus fortifiées concerne notre région et c'est vrai qu'on voit encore aujourd'hui toute cette ligne lorsqu'on se balade le long des plages. Avec le recul, ce fameux mur de l'Atlantique, il était vraiment infranchissable ? Non, on sait aujourd'hui qu'il y a seulement une moitié des défenses qui avaient été réalisées. Alors peut-être qu'il était un peu plus important dans notre région. Il y avait des batteries de tir aussi qui étaient importantes, comme la batterie Lindemann près de Calais. Mais de manière générale, on sait que dans l'histoire, à travers toute l'histoire, la fortification, malheureusement, ne protège pas et on finit toujours par l'emporter parce qu'on découvre de nouvelles armes ou qu'on a de nouvelles manières de fonctionner. À titre d'exemple, déjà, avec la ligne Maginot, on avait connu ça en 1940 et les Allemands sont passés derrière les lignes avec les parachutistes comme les Américains ici. Alors on l'a dit, ce débarquement évidemment s'est déroulé en Normandie, mais notre région qui a joué un rôle primordial, on en a parlé beaucoup ce matin sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, de cette opération Fortitude, de ce leurre déployé par les Alliés et qui faisait croire effectivement que ce débarquement allait avoir lieu chez nous. Il y a eu énormément de bombardements sur le littoral notamment. Est-ce qu'on sait combien de civils ont péri dans ces bombardements alliés ?
Alors on a plusieurs milliers de civils qui ont péri. On peut donner à titre d'exemple les bombardements sur le Portel dès 1943. Vous voyez que ça remonte aussi, cette intoxication des Alliés auprès des Allemands. Elle remonte quand même. Dès le 1943, les bombardements sur le Portel font plus de 500 morts rien que sur le Portel. On va bombarder Équien aussi. On va bombarder en 1944 le Touquet pour vraiment continuer à faire croire à ce débarquement ici. Et puis on va utiliser aussi les armes psychologiques. Alors d'un côté, on va faire croire à ce débarquement en préparant une armée fictive dans le Kent, avec des chars gonflables, une artillerie en bois, une activité radioélectrique très importante pour faire croire justement qu'il y a vraiment des préparatifs. Et puis sur notre territoire, aussi une guerre de l'information, de l'intox, hein, avec notamment, on sacrifie aussi un réseau de résistants qui s'appelle Mithridate, une partie du réseau, en envoyant de nouvelles radios sur place qui sont censées être protégées pour protéger les communications entre l'Angleterre et les résistants. Mais en fait, tout est fait pour que les Allemands découvrent cette radio, pour qu'ils pensent qu'on est en train aussi de préparer le débarquement dans cette région. Et donc, il y a malheureusement 2 résistants qui sont de la région auto-maroise, de la famille Stove, qui sont arrêtés à Renescure et qui seront déportés et qui seront tués en Allemagne.